Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Hervé Deguin, Nitzan Horowitz, Hervé Deguin, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter un livre absolument passionnant qui s'intitule « Les assiégés dans l'enfer » du 7 octobre. Alors, le 7 octobre, on ne parle que de ça sur notre antenne tout le temps. Je voudrais juste dire quelques mots sur vous. Nitzan Horowitz, vous êtes ancien journaliste à Haaretz et ministre de la Santé en Israël en 2021-2022 et vous êtes l'auteur de plusieurs documentaires. Hervé Deguin, vous êtes un ancien de Reporters sans frontières. Vous avez écrit plusieurs livres mêlant enquête et histoire, dont L'affaire Copernic chez Fayard et Rue des immeubles industriels, paru aux éditions Bonaventure, pour lequel je vous ai reçu il y a peu, et un livre tout à fait passionnant aussi que je recommande. Alors, ma première question, vous avez écrit ce livre à quatre mains, vous Hervé Deguin, français, Nitzan Horowitz, israélien. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qui veut répondre? Donc, d'abord, merci de nous avoir invités, Shana Tova. Shana Tova Umetuka, malgré tout. Voilà, Ouais. on s'est rencontrés il y a 30 ans à Paris, quand j'étais envoyé du journal Haaretz, envoyé permanente en France. Oui, Et puis Hervé a travaillé à l'époque à Libé. à Libé. Voilà, donc on était tous les deux jeunes journalistes, on a le même âge. Et puis on a fait un voyage extraordinaire en Bosnie, en temps de guerre, à Sarajevo, assiégé, voilà. Et puis depuis, on Ça reste crée en des contact. liens. Oui, ça Voilà. crée des liens, on est des très bons amis. Oui. Voilà, très Pas voilà. forcément toujours d'accord, mais très bons amis. Voilà. Alors, pas forcément toujours d'accord, vous le dites dans le livre, mais le résultat est là et je pense que vous êtes tous les deux d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre. Hervé, votre rapport à Israël, Ouais, c'est un pays dans lequel j'ai vous beaucoup allez vous voyagé. rapprocher. Pardon, voilà. oui, c'est un pays dans lequel j'ai beaucoup voyagé. J'avais des amis juifs quand j'étais étudiant à la fac en France et l'un d'eux a émigré en Israël. Ça a suscité mon intérêt. Il m'a dit oui, je vais aller en Israël, je vais dans un kibbutz, tu vas voir, c'est formidable. Bon, finalement, il n'est jamais allé dans un kibbutz et moi, j'y suis allé comme volontaire. Puis voilà, je me suis passionné pour le pays, la culture, la langue. C'est un pays extraordinaire et qui serait encore tellement mieux s'il n'y avait pas tous les problèmes Qu'il y a aujourd'hui. bien sûr. Eh oui, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous avez réagi au moment du 7 octobre? On sait tous où on était. Et après, on va parler du contenu du livre. Où est-ce que vous étiez, Nitzan? J'étais chez moi, à ma maison, à la maison dans le nord, j'habite près de la frontière, ça s'appelle Où ça? Mitzpe Hila. Oui. C'est un village très joli d'ailleurs. Et je vous invite tous à faire une visite. Bien sûr. Et puis, C'est magnifique, le Nord, la Galilée, vraiment. et comme il y avait des alarmes le matin, le 7 octobre, c'était Shabbat, Simchat Torah. Donc je me suis réveillé le matin, j'ai allumé la télé et je ne pouvais pas croire mes yeux. Voilà. Ouais. Non mais c'est incroyable de voir. Même maintenant, je suis toujours sous le choc. Je me souviens, enfin, des centaines, on voit ça à la télé, des centaines de terroristes Qui rentre. armés qui rentrent, qui se baladent en Israël, comme quoi il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. La frontière a été complètement brisée, pénétrée. Ils sont là avec des jeeps, des scooters, de parachutes, des trucs. Mais c'est incroyable, comme il n'y a pas de frontière, il y a rien. Et puis, à la télé, on entend les gens qui appellent des abris, des kibbutzim. Qui appelle au secours. À la télé, on à le la voyait. télé, live. Ouais. Live, Ouais. oui. Et bah voilà, et qui crient, qui pleurent. Et tout ça passe à la télé. Et puis, on voit ça, on dit, où est l'État? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Mais oui. Et on a eu peur. Ben, Et j'imagine. c'est ça, je crois, l'essentiel du 7 octobre. On a senti une menace existentielle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était pas seulement prévu senti comme une attaque terroriste limitée.
on a cru que, je sais pas, que le monde se fondre, quoi. Et puis ce sentiment-là demeure toujours. On est 1 an après, la guerre continue, et les Israéliens sont en danger, en permanente. Oui. Voilà. Hervé. Moi, j'étais Guine, en pardon. déplacement professionnel en Asie Oui. et ce jour-là, je n'ai pas du tout écouté les informations. J'avais d'autres choses à faire. En plus, je dînais avec des amis et c'est simplement le soir, en allant me coucher, j'ai juste regardé le téléphone rapidement et j'avais un message de Nitzan qui me disait « Écoute, c'est complètement fou, il y a une invasion partout. » J'ai lu ce message, j'ai dit « Mais il dit n'importe quoi, ça n'a pas de sens ce message. » Je regardais évidemment Internet et là j'ai vu ce qui se passait, j'étais sidéré et j'ai passé la nuit quasiment à envoyer des messages à des amis israéliens pour prendre des nouvelles. Et dans les jours qui ont suivi, on a beaucoup échangé avec Nitzan et moi je n'y tenais plus. Je me disais mais je ne peux pas continuer la vie normalement alors que tant d'amis sont dans la souffrance, dans le doute. Donc j'ai fait mon sac, je suis allé en Israël et avec Nitzan on a dit ok, on va essayer de se rendre utile, on va aller sur le terrain, on va faire quelque chose, mais sans savoir exactement ce que nous allions faire. Oui, c'est courageux. C'était combien de temps après? 15 jours, 3 semaines? Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. On était sûr qu'on va faire quelque chose là-dessus, mais quoi exactement, comment? Parce que c'était tellement énorme. Des centaines d'attaques, des attentats, des affrontements, des accrochages, des massacres. Alors, comment c'est du raconter jamais ça? vu. C'est du jamais vu. Raconter tout ça? Ouais. Et donc, Alors, ce que vous avez choisi pour votre livre, Les assiégés, paru au Cherche Midi, vous avez choisi un prisme particulier autour de jeunes de Nova qui se sont réfugiés dans une migounite. Une migounite, c'est un abri anti-roquettes qu'on trouve le long des routes, qui n'a pas de porte. C'est important parce que normalement, c'est anti-roquettes et ça vient du ciel. Ça vient pas de face. C'est important de le préciser. Et ça a été l'écueil de très nombreux abris dans lesquels les Israéliens s'étaient réfugiés. C'est que la porte, elle fermait pas. Ou presque, puisqu'on était là pour se protéger des missiles. C'est la première fois, et j'espère la dernière, qu'une attaque d'une telle envergure avait lieu. Alors, justement, donc c'est le destin de ces environ 25 jeunes, si j'ai bien compris, qui se sont retrouvés coincés dans cet abri anti-roquettes et ce qu'ils sont devenus. Très peu ont survécu, beaucoup sont morts dans des conditions héroïques. À un moment, je vous lisais et je disais c'est le ghetto de Varsovie. Ils luttent, ils résistent, ils renvoient les grenades à main nue qu'on leur envoie. Moi, j'ai eu un flash, j'ai dit c'est le ghetto de Varsovie. Ils résistent. Et c'est très touchant parce que à travers ce prisme et l'histoire de ces jeunes que vous rendez profondément humains, enfin, on sait à qui on a affaire, eh bien, c'est toute l'histoire du 7 octobre. Exactement. Et d'ailleurs, l'enquête va en s'élargissant, si j'ose dire, parce que peu à peu, en partant de cette migounite, on va vers la situation réelle de tout ce qui s'est passé dans le pays. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer ? Oui, c'est ça, vous l'avez très bien résumé. C'est l'histoire de 27 jeunes qui quittent le festival, qui se réfugient dans un abri qui, il faut le rappeler, fait seulement 4 mètres carrés. Oui. Donc c'est tout petit. Évidemment, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Et ils pensent que l'alerte va durer quelques minutes. C'est pas ce qui se passe. Ils sont vite encerclés par les terroristes. Et l'un des jeunes, qui s'appelle Aner Shapira, il a 22 ans. Un vrai héros. Il fait son service militaire, mais il est en permission. Il n'a pas d'armes, comme tous ces jeunes. Aucun n'était armé. Dit aux autres réfugiés, couchez-vous par terre. Les terroristes vont jeter des grenades. Je vais les renvoyer. Et si je n'y arrive plus, vous ferez comme moi. Autrement dit, dès le départ, il a compris qu'il n'allait probablement pas survivre. Et il se sacrifie pour ses camarades. Des camarades qu'il ne connaît pas pour la plupart. Mais oui. C'est et vraiment, qui était avec lui inouï. Au festival, en fait. Et les terroristes jettent la première grenade, ils la relancent, ils jettent la deuxième grenade, ils la relancent, ils jettent la troisième grenade, ils la relancent, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, alors qu'à chaque instant, il peut mourir. Les terroristes voient qu'ils n'arrivent pas à conquérir l'abri de cette manière, ils vont chercher un lance-roquette, ils tirent, Aner Shapira est tué, plusieurs autres jeunes sont tués. À ce moment-là, ils entrent dans l'abri,
ils prennent 4 jeunes qui sont blessés mais vivants. Ils les emmènent. Ces jeunes sont otages à Gaza. Du moins, il en reste 3, puisque l'un d'entre eux, Hersh Goldberg, Pauline, a été assassiné à la fin du mois d'août. Il fait partie des 6 otages qui ont été exécutés dans un tunnel de Gaza. Et puis ensuite, ils retournent dans l'abri et ils continuent de tirer sur les survivants. Et sous ce tas de cadavres survivent 7 personnes. 2 sont blessées, 5 ne le sont pas. 7 personnes qui ont survécu et qui attendent ensuite 6 heures jusqu'à l'arrivée des secours. Unitsa en parlera, va nous en dire 2 mots dans un instant. Oui. Mais ils survivent dans des conditions absolument abominables et avec les terroristes qui tournent autour et qui menacent en permanence de revenir dans l'abri. C'est absolument incroyable. Juste un mot, moi, dans votre récit, c'est un récit, on peut le dire une enquête, un récit, il y a très très peu de pathos. Vous dites les choses d'une façon cash, vous décrivez ce que vous avez découvert en faisant votre enquête et il n'y a pas de « oi oi oi, oh là là, et je veux pas savoir quoi ». C'est vraiment... c'est presque froid, mais c'est mieux comme ça, parce que ce que vous décrivez est tellement épouvantable que c'est peut-être mieux de l'avoir fait comme ça. Oui, je crois aussi, je pense aussi. Et il y a deux faits importants à retenir. D'abord, c'est que pendant 40 minutes, ce jeune Jean ont réussi à résister aux dizaines de terroristes qui étaient dehors, lourdement armés. Pendant 40 minutes, les mains nues, Oui. Donc ça, c'est incroyable. C'est une histoire d'héroïsme qui nous a touchés, qui Mais nous bien a sûr. profondément touchés. Et puis, le deuxième fait, c'est qu'il n'y avait pas de secours. Il n'y Ils avait ont personne. appelé, depuis la Migounite, ils ont appelé, ils ont eu des téléphones portables, donc ils ont appelé sans arrêt à la police, à l'armée, aux pompiers, enfin à tout le monde, à ses amis, aux familles, etc. On savait où ils étaient, en fait. Bien sûr, ils ont donné la localisation et tout. Vous dites, on leur disait cachez-vous, comme si... Non, mais Oui. personne, il n'y avait personne. Ils étaient abandonnés là-bas dans cette Migounite pendant 7 heures. Et donc, les 7 survivants étaient sous les cadavres. Sous les cadavres. Sous les cadavres. Pas vraiment des cadavres, des morceaux, des chairs. C'était un carnage. Et puis, juste par hasard, vers 15 heures de l'après-midi, 3 citoyens, même pas des soldats, citoyens israéliens qui étaient là, par hasard. Pour aider, pour chercher leur fils, pour prêter main Exactement. forte. Un homme qui est venu là-bas pour chercher son fils qui s'est caché dans une autre Migounite. Et malheureusement, qui est décédé. Voilà. Oui, c'est vrai. Il a trouvé ces gens-là, les survivants, dans cette Migounite dont nous parlons dans le livre, et il les a amenés à l'hôpital. Pendant 7 heures, ils étaient là parmi les cadavres. Donc, quand vous dites, vous parlez de mémoire de la Shoah, oui, c'est vrai. Ça, j'aime pas utiliser ce Non, moi, j'ai pas parlé de mémoire de la Shoah. J'ai parlé... des non, visions j'ai dit que c'était la résistance dans le ghetto. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà. Mais, C'est un Mais peu c'est ce que le j'ai mec- ressenti. le mec qui est entré dans la Migounite pour Oui. la première fois cet après-midi, il a dit, ça me rappelle les images. Ah oui, ça oui. Ouais. Voilà. C'était Hervé. un charnier, oui. Non, mais c'est sûr. Et ce que je voudrais ajouter à cela, ce qui est tout de même incroyable, en tout cas ce qui nous a choqués, pourquoi nous avons pu mener cette enquête ? Mais oui, Pourquoi nous avons pu la mener ? Parce qu'il y a énormément de documents. Il y a des vidéos, Mais il y a une voiture qui était garée devant l'abri avec la dashcam allumée, donc on voit, tout le monde a vu ces images sur Internet, on voit l'assaut, mais il y a aussi les GoPro que portaient les terroristes. Il y a les images qui ont été filmées par les personnes qui étaient dans la Migounite, et il y a aussi une jeune femme, une jeune femme journaliste. Ayelet Oui. Arnin, qui a résisté à sa manière très courageusement. Elle a d'abord téléphoné à sa rédaction pour l'informer de ce qui se passait. Elle a ensuite enclenché le micro-enregistreur de son téléphone pour nous les survivants, pour que nous sachions ce qui s'est passé. Et elle a enregistré les 3 heures de l'assaut. Elle a été tuée elle-même. Le téléphone a ensuite été récupéré, rendu à la famille. Et grâce à ce document, on sait exactement ce qui s'est passé. Cet enregistrement est absolument horrible.
Nous avons dû l'écouter à maintes reprises pour reconnaître les voix. Mais vous entendre... comprenez l'hébreu, Hervé ou... Je comprends un peu l'hébreu, mais Oui. pas suffisamment. Mais Nitzan, Donc bien sûr, Nitzan a a traduit, fait le bien travail. sûr. Mais vous Oui. savez, quand vous entendez Ima, Oui. vous Il n'y comprenez a pas très bien de besoin quoi de... il s'agit. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que ces documents nous ont permis d'être très précis dans la reconstitution, ainsi que les témoignages des survivants qui ont, réussi à surmonter leur trauma pour nous raconter l'histoire. Et je voudrais ici parler de la jubilation des terroristes. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé. Ils ont fait preuve d'un sang-froid, d'une détermination, d'une indifférence et d'une cruauté qui est pas Inégalable. compréhensible. Et je voudrais citer ce que dit un des survivants, Ethan. Je le cite. Je me souviens, donc c'est juste après le premier assaut, quand Aner a été tué et les terroristes vont entrer pour prendre les otages. Il dit, je me souviens d'avoir pu ouvrir les yeux pendant 1 seconde. Il a été assommé par une grenade. 1 seconde et demie, j'ai vu un des terroristes s'avancer. Il a passé la tête à l'intérieur de l'abri. Il a esquissé un sourire de satisfaction et de contentement de soi, comme s'il avait gagné au jeu. Et ça, c'est absolument abominable. On ne peut pas imaginer jusqu'à quel point ça a été. Mais on peut l'imaginer en voyant les vidéos que vous avez visionnées, que vous décrivez très bien. Vous l'avez rencontré, Ethan ? Oui, Nitzan l'a rencontré. Oui, je l'ai rencontré. Vous avez eu du mal à rencontrer les survivants parce que d'après ce que vous expliquez dans le livre, ils ont eu beaucoup de mal à parler. Ils étaient tellement en choc. C'est vrai. Alors comment vous avez fait pour les rencontrer ? Et je les ai appelés. D'abord, ils ont hésité. Et il y a quelques-uns qui sont toujours traumatisés par ce qui s'est passé. Ils n'arrivent pas vraiment à raconter librement, couramment, parce que de temps en temps, ils pleurent. Et c'est dur. C'est très dur. Enfin, ces mémoires sont extrêmement passées des heures parmi les cadavres. Non, c'est devant la mort, quoi. Mais finalement, on les a rencontrés. Et puis, il nous a raconté tout ce qui s'est passé. Et c'était très émouvant. Bah, bien sûr. Et voilà, parce que comme ça, c'est de loin, mais quand on voit la personne devant vous, quoi, c'est... Et aussi, je dois dire, les parents des victimes. Et vous en parlez beaucoup. Oui, parce qu'ils étaient tous jeunes, de 22, 23 ans, quoi. Oui. Donc les parents sont toujours là, et voilà, et plus jeunes que moi. Et voilà, et il y avait 4 otages de cette migounite, il y a toujours 3 qui sont en captivité à Gaza par le Hamas. 3. Et donc, rencontrer les parents c'est une souffrance Est-ce que vous, horrible. En tant qu'Israélien, mais vous avez été aux commandes à un moment du pays, etc., vous êtes très impliqué dans la vie politique d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir les récupérer, ces otages ? Je m'excuse de poser la question, mais c'est ce que tout le monde se demande. Il faut absolument récupérer et libérer ces otages parce que c'est l'âme du pays. Ils sont presque tous des citoyens, des civils. Et j'ai un ami dont sa mère de 85 ans, une dame de 85 ans, a été kidnappée, enlevée de son lit le matin, kibbutz Nachal Oz. Oui. Vous voyez, donc, si nous devons continuer à vivre en Israël, donc il faut avoir confiance à l'État, au gouvernement, aux autorités, à l'armée. Donc il faut faire tout pour libérer ces otages, parce que sinon, on n'aurait pas la confiance d'être en sécurité dans ce pays. Et donc ça, on espère. C'est un devoir, et je dis ça aussi à mon gouvernement, à moi. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Hervé Deguin, Les Assiégés, le titre en français, ça va être traduit en hébreu ? C'est déjà traduit en hébreu, c'est déjà en vente en Israël. Ah, formidable. Je pense qu'effectivement, ce livre est vraiment une parabole du 7 octobre. C'est un livre profondément triste par ce qu'il décrit, mais ce n'est pas un livre sans espoir. On a essayé de parler de l'amitié, de l'amour, du courage et aussi du libre arbitre. Et là, je voudrais revenir sur un point. J'ai eu encore ce matin un échange avec Amit Rosenbaum, qui est une des survivantes. Oui.
L'histoire d'Amit est incroyable. On a dit tout à l'heure que 4 personnes ont été extraites de la Mégounite et prises en otage. C'est pas tout à fait exact. Il y en a eu 5. Oui. Cette jeune femme a été également sortie de l'abri. C'est une jeune femme qui a 27 ans, qui était étudiante à Beersheva. Et au dernier moment, l'un des chefs des terroristes a dit non, elle, tu la prends pas, tu la renvoies dans l'abri. Sachant qu'ils allaient ensuite massacrer les gens qui sont dans l'abri. Oui. Donc il l'a condamnée à mort. Mais le terroriste qui lui tenait le poignet ne l'a pas remise dans l'abri, il l'a remise dans une voiture. Et Amit, qui a une voix toute douce, Oui. Vous le lui dites. a dit, Oui, c'est une femme très gentille. lui a dit très calmement, ne me tue pas, je t'en prie, ne me tue pas. Et il lui a répondu, je ne vais pas te tuer. Mets les mains sur la tête, baisse la tête. Je ne vais pas te tuer. Il a fermé la porte. Ils ont tué tous les gens de la Mégounite. C'est horrible. Et il est parti. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette histoire ? Il lui a sauvé la vie, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions. Amit ne le sait pas, on ne le saura jamais. Mais ce terroriste, comme tous les terroristes, jusqu'au dernier moment, avait son libre arbitre. Quelle qu'ait été l'idéologie à laquelle il a été nourri depuis son enfance, il avait le libre arbitre. C'était un homme comme nous tous. Il avait le choix. Il a fait le choix de ne pas la tuer. Je pense que ça laisse un espoir pour l'avenir. Bien sûr. Ça va être le mot de la fin. Ça laisse un espoir pour l'avenir. Un livre absolument à découvrir, à lire, avec la même passion avec laquelle je l'ai lu. Les assiégés, Hervé Deguine, Nitzan Horowitz, paru au Cherche Midi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Lise. De nous avoir fait l'amitié d'être avec nous à Radio J. Et quand vous le souhaitez, Nitzan, quand vous venez à Paris, bienvenue. Avec plaisir. Merci Hervé Deguine. beaucoup. Au revoir. Merci. Radio J. Vous écoutez Radio J.